Ceci est un bulletin spécial d'ABC News. Bonjour, je suis Diane Macedo. Nous interrompons votre programme habituel pour vous apporter une information de dernière minute en provenance du Moyen-Orient. La télévision d'État iranienne rapporte que l'Iran a attaqué une base aérienne américaine au Qatar. La base aérienne d'Al-Udeid est la plus grande base américaine au Moyen-Orient, avec environ 10 000 soldats stationnés sur place. La base accueille également le quartier général régional du commandement central américain ainsi que les installations de commandement des forces spéciales. Ce rapport survient après que les autorités qataries ont temporairement suspendu le trafic aérien dans l'espace aérien du pays. Allons tout de suite retrouver notre chef correspondant à l'étranger, Yann Panel, à Tel Aviv. Yann, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Oui. En fait, la réalité, c'est qu'en termes de faits, on en sait très peu, mais il y a de nombreux rapports qui circulent. Ce que l'on sait, c'est que le Qatar a fermé son espace aérien. On sait aussi que l'ambassade des États-Unis a conseillé aux citoyens américains de rester à l'intérieur. Il y a également eu un avertissement adressé aux citoyens britanniques sur place. Les Émirats arabes unis auraient aussi, selon certaines informations, fermé leur espace aérien en raison de la multiplication des rapports faisant état d'une menace potentielle contre la base aérienne d'Al-Udeid. Comme vous le disiez, il s'agit de la plus grande base aérienne de la région pour le Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement important pour abriter des avions, c'est aussi crucial parce que c'est un centre de commandement et de contrôle. C'est là que les missions sont dirigées. Je suis déjà allé à Al-Udeid par le passé et j'ai vu cette immense salle de contrôle où l'on surveille et dirige les drones et les avions, et il est possible que les attaques contre l'Iran aient été orchestrées depuis cet endroit. Nous savons que le président Trump et le Conseil de sécurité nationale doivent se réunir. Ils sont également très conscients de ces menaces. Notre collègue, Kira Phillips, citant un responsable de la défense, a déclaré qu'ils n'agissent pas de la sorte à moins que la menace ne soit réellement crédible. Nous avons reçu de multiples menaces, de multiples avertissements de l'Iran indiquant qu'il riposterait effectivement aux frappes américaines sur 3 installations nucléaires. La dernière est venue du président iranien, il y a probablement seulement 40 ou 45 minutes. Ce n'est pas lui le principal décideur, c'est l'ayatollah en temps normal, mais ce sont des circonstances exceptionnelles et il a de nouveau averti qu'il y aurait des représailles. Rappelez-vous, le président Trump et le secrétaire à la défense, etc., ont été très clairs, s'il y a une quelconque riposte de l'Iran, cela entraînera une réponse encore plus forte des États-Unis. Mais il y a un précédent ici. Rappelez-vous, l'ancien chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Soleimani, a été assassiné en 2020 lors du premier mandat du président Trump. J'étais dans le nord de l'Irak quand l'Iran a réagi. Ils ont tiré sur des bases américaines, près de là où nous étions, à Erbil, dans le nord du pays. Ils ont aussi tiré sur des bases américaines ailleurs dans le pays et à la frontière, près de la Syrie également. Donc, on peut dire qu'ils ont l'habitude. Maintenant, c'était une réponse calibrée. C'était une façon pour l'Iran de dire « Regardez, nous avons réagi, mais pas plus ». Cela a permis une désescalade. Je ne suis pas sûr que nous soyons dans la même situation en ce moment, surtout compte tenu des menaces très précises que le président Trump a formulées, concernant ce qui se passerait en cas de représailles. Mais les faits sont là, il y avait cette menace, l'espace aérien a été fermé et les Israéliens surveillent aussi la situation. Il y a des rapports. Nous avons un collègue dont la sœur vit à Doha et il y a des témoignages, de personnes ayant entendu des explosions. Mais pour l'instant, la situation est très floue. Il faut juste qu'on prenne un moment pour souffler, et qu'on regarde ce qui a pu se passer, puis attendre d'avoir des informations officielles du Pentagone, de la Maison-Blanche et potentiellement des autorités qataries. Désolé, il y a juste une autre chose qui mérite d'être ajoutée. Bien sûr, vous savez, ces bases disposent de leur propre système de défense aérienne sophistiqué, mais le Qatar possède aussi une défense aérienne avancée. Le pays est équipé des systèmes de missiles américains Patriot et THAAD, dont certains sont également utilisés ici en Israël alors que l'Iran attaque. Donc, il est possible que lorsque des gens disent avoir entendu des explosions, il s'agisse en fait d'interceptions. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut juste prendre notre temps, respirer un bon coup, et attendre de voir exactement ce qui s'est passé. Et Yann, il semble que les Iraniens appellent maintenant cette opération l'annonce de la victoire. Je voudrais faire intervenir notre correspondante politique principale, Rachel Scott, pour en savoir un peu plus sur la réaction ici. Nous voyons aussi quelques vidéos provenant de l'intérieur de Doha. Rachel, qu'attendez-vous en termes de réaction de la part des États-Unis, surtout après ce que nous avons entendu du président ce matin? Eh bien, Diane, je viens juste de quitter l'aile ouest.
J'ai parlé à un haut responsable de l'administration qui m'a dit que la Maison-Blanche et le département de la Défense sont au courant et surveillent de très près toute menace potentielle contre les troupes américaines, y compris la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Nous savons que c'est la base aérienne que le président a visitée en mai dernier lors de son tout premier voyage à l'étranger au Moyen-Orient. Cela intervient, comme Yann le disait, au milieu de ces avertissements lancés par le président Trump lui-même, mais aussi par des membres clés de son administration concernant toute éventuelle riposte. Le président a déclaré directement que si de futures attaques devaient avoir lieu, elles seraient bien plus importantes et beaucoup plus faciles à mener. Le président a affirmé que toute riposte de l'Iran contre les États-Unis d'Amérique serait accueillie par une réponse bien plus forte que ce qui a été observé lors de la première nuit où ils ont frappé. Nous savons en ce moment que le président, selon son agenda public, est en réunion avec son équipe de sécurité nationale dans le bureau ovale. Nous avons vu des membres de son équipe de sécurité nationale, y compris la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, entrer dans l'aile ouest alors que nous attendons d'autres réactions de la Maison-Blanche et de cette administration concernant leurs réponses et les prochaines étapes possibles, comme le président l'a averti. Et je voudrais faire intervenir notre chef, correspondante à la Maison-Blanche, Marie Brousse. Marie, tu étais justement sur cette base il y a un peu plus d'un mois lorsque le président Trump est venu en visite. C'est une base essentielle pour plusieurs opérations. Des opérations américaines dans le passé et qui devraient l'être à l'avenir. Qu'en penses-tu, maintenant que l'Iran annonce qu'il l'attaque? Et c'est la plus grande base aérienne américaine de la région. Évidemment, elle occupe une position stratégique. Et le président s'y trouvait il y a seulement quelques semaines. Le 15 mai, j'y étais. C'était pendant son premier grand voyage à l'étranger, son premier voyage, aussi au Moyen-Orient. Et à ce moment-là, c'était intéressant, le président s'adressait à des milliers de soldats américains présents sur place. Et à ce moment-là, il a dit que sa priorité était de mettre fin au conflit, pas de les commencer. Mais il a ajouté, dans ses propos, qu'il n'hésiterait pas à utiliser la puissance américaine si cela s'avérait nécessaire. Le président, à l'époque, a déclaré « Lorsque nous sommes menacés, l'armée américaine répondra à nos ennemis sans même y réfléchir, avec une force écrasante et dévastatrice. » C'était la citation du président lors de ce discours. Et cela soulève la question, que va-t-il se passer ensuite? Nous savons que le président, comme Rachel vient de le dire, a mis en garde et averti l'Iran que s'il n'atteignit pas la paix selon ces conditions, les États-Unis répondront, de la même manière, avec le même type de compétences, de précision et de force, dont il a parlé dans ce discours ce week-end. Je pense qu'il était évidemment attendu que l'Iran réagisse d'une manière ou d'une autre. C'est certainement ce que, le pôle IS a laissé entendre. Maintenant, il semble qu'il fasse exactement cela. La grande question, c'est comment les États-Unis vont, réagir ensuite, étant donné le genre de rhétorique et de langage que nous avons entendu de la part du président. C'est certainement ce dont, le président va discuter cet après-midi avec son équipe de sécurité nationale. Et nous sommes. Un responsable américain confirme maintenant à ABC News que l'Iran a effectivement tiré des missiles sur le Qatar. Je voudrais essayer de remettre cette vidéo que nous voyons depuis l'intérieur de Doha. On dirait que vous pouvez voir ces missiles, traverser le ciel nocturne là-bas. C'est encore une fois, la plus grande base militaire du Moyen-Orient, qui a aussi joué un rôle crucial dans plusieurs conflits. Voici la vidéo prise à l'intérieur de Doha. Encore une fois, on dirait que l'on voit ces missiles arriver, visant la plus grande base aérienne américaine du Moyen-Orient. Je voudrais faire intervenir Anne Flaherty pour en dire un peu plus, sur la logistique ici. Anne, qu'est-ce que cela signifie d'avoir une attaque contre cette base? Oui. Nous venons tout juste d'apprendre, il y a quelques instants, qu'un responsable américain confirme en effet que l'Iran a tiré des missiles sur le Qatar, qui viserait apparemment la base aérienne d'Al-Udeid dont nous avons parlé. C'est le centre des opérations aériennes du commandement central américain. C'est une base extrêmement stratégique. On estime qu'environ 10 000 soldats y sont, stationnés. Des responsables américains nous disent aussi que, vous savez, ils sont préparés à cela. Ils savaient que c'était un risque lorsque le président Trump avait ordonné cette attaque contre les sites nucléaires iraniens. Donc ils avaient déplacé, du matériel, des moyens dans la région précisément pour ce genre de scénario. Ils s'attendaient donc à cela, dans une certaine mesure. Ils affirment qu'il y a, vous savez, des défenses aériennes dont dispose le Qatar. Il est, vous savez, il est capable de se protéger dans cet espace aérien. Donc vous savez, mais il y a beaucoup d'inquiétudes dans ce bâtiment en ce moment concernant le fait que des troupes américaines soient visées dans cette attaque, Diana. Et les troupes américaines à travers le Moyen-Orient reçoivent maintenant l'ordre de rester confinées. Notre James Longman est en Irak, Anne. James, qu'est-ce que tu vois et entends là-bas? Et qu'est-ce que cela signifie pour les troupes dans la région en général? Oui, écoute, c'est un moment important, Diana.
Tout le monde ici savait que quelque chose allait arriver, et je pense qu'il y avait peut-être le sentiment qu'il y aurait quelques jours, que peut-être les Iraniens, eux, allaient réfléchir à ce qu'ils allaient cibler, que cela se passerait au moment de leur choix. On entend cette expression si souvent. Maintenant, ces premiers rapports concernant le Qatar et le Golfe sont probablement le choix le plus évident étant donné que, eux, ils sont essentiels pour l'opération américaine, eux, au Moyen-Orient et le sont depuis l'ère post-11 septembre. Eux, plus près de l'Iran cependant, on s'imaginait qu'ils frapperaient des endroits comme l'Irak, avec la base d'un al-Assad, eux, ici, qui a été une cible, eux, à plusieurs reprises pour les milices irakiennes, eux, alliés, eux, à l'Iran. Il y a environ 40 000 soldats américains répartis dans toute cette région, certains dans ces grandes bases du Golfe, mais d'autres dans de tout petits avant-postes dans des endroits comme l'Irak et aussi en Syrie. Les États-Unis ont déclaré plus tôt cette année qu'ils voulaient réduire leur présence en Syrie, la ramener à environ 1000 soldats, eux, en Syrie. Je ne pense pas qu'ils en soient encore là. Ils n'auront très probablement pas le même type de défense qu'une grande base aérienne dans un endroit comme le Qatar, eux, pourraient avoir. Eux, et les gens chez eux se souviennent peut-être quand, 2020, Donald Trump a ordonné l'assassinat de Qasem Soleimani, général iranien à la tête de la Force Quds. Après sa mort, ce sont les Iraniens eux-mêmes, et non leurs supplétifs en Irak, qui ont frappé la base d'Ain al-Assad, à l'intérieur de, l'Irak. Et donc cela a été perçu comme les Iraniens frappant directement les Américains plutôt qu'en utilisant un intermédiaire. Mais cette fois-ci, ils ont moins de proxys à leur disposition. Oui, il y a encore des milices en Irak qui fonctionnent globalement de la même manière qu'avant l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mais les autres proxys ont vraiment été affaiblis. Si l'on regarde simplement la Syrie, qui se trouve bien sûr entre les deux pays, Bachar al-Assad, vraiment un allié clé du régime iranien, aiderait, les Iraniens à acheminer, des armes et des fournitures entre l'Iran et le Liban où, bien sûr, se trouvait l'autre grand proxy, le Hezbollah. Cela reste en place, mais Hassan Nasrallah, encore une fois, a été, éliminé, par les Israéliens dans cette période postérieure au 7 octobre, ce qui est extraordinaire si l'on pense simplement au nombre d'alliés iraniens qui ont été neutralisés, depuis, cette attaque du Hamas. Les répercussions de cette attaque ont tout simplement été incroyables. Et donc, les Iraniens n'ont désormais plus de Bachar al-Assad en Syrie sur qui compter. Ils ne peuvent plus non plus vraiment compter sur le Hezbollah, qui soit suffisamment puissant au Liban pour utiliser ses proxys afin de frapper les Américains, donc ils doivent s'en charger eux-mêmes. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de cette attaque. Écoutez, ça a été, un peu. On pense, il est admis que les Iraniens ont peut-être utilisé jusqu'à la moitié de leur capacité de missiles longue portée. C'est le genre de capacité dont ils auraient besoin pour frapper, des endroits, dans le Golfe. Mais leurs roquettes, leurs drones d'attaque, ils en ont encore beaucoup dans leur arsenal et ils sont toujours capables, de frapper des cibles plus proches. Je parle de l'Irak, là où je me trouve, et aussi de la Syrie. Donc, écoutez, on verra dans quelle mesure les Iraniens veulent vraiment riposter. Ils voudront montrer à leur public national qu'ils agissent. Par définition, le régime iranien se définit en opposition au grand Satan qu'est l'Amérique, au petit Satan qu'est Israël, pour reprendre leur propre terminologie. Donc, ils devront montrer, à un public, dont ils ont peur, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu d'énormes manifestations en Iran, ils voudront leur prouver qu'ils font quelque chose. Mais ils ne voudront pas en faire trop, car cela mettrait leur propre survie en danger. Diane ? Et Yann, comment essaient-ils de trouver le juste équilibre, notamment dans leur communication en ce moment? Nous venons d'avoir deux déclarations, l'une de la part de l'armée de l'air iranienne et l'autre, plus importante encore, du secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale. Il s'agit d'un organe dirigeant pour les questions de sécurité nationale, comme son nom l'indique, mais il est aussi présidé par, l'ayatollah Ali Khamenei, ou du moins en temps normal. Laissez-moi vous lire un extrait de cette déclaration. Quiconque vous attaque, attaquez-le de la même manière qu'il vous a attaqué. En réponse à l'action agressive et à l'acte éhonté de l'Amérique, la République islamique d'Iran a détruit la base aérienne américaine d'Al-Udeid. Eh bien, il est clair que ce ne sera probablement pas le cas, et nous devons attendre de voir quels dégâts ont été infligés, mais il est intéressant de noter qu'ils disent aussi que le nombre de missiles utilisés dans cette soi-disant opération réussie était le même que le nombre de bombes que les États-Unis avaient utilisées lors de l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Donc, je veux dire, c'est clairement une réponse du tac au tac. Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais en Irak lorsque l'Iran a riposté à l'assassinat du général Soleimani. C'était une réponse calibrée,
Et s'ils ont tiré un nombre équivalent en retour, cela pourrait aussi être interprété comme une réponse calibrée, mais cela dépend de l'administration Trump. Ils ont déjà déclaré publiquement que toute réaction serait suivie d'une riposte encore plus forte. Comme le dit James, je pense qu'il a raison, je pense que le régime doit afficher de la force sur le plan intérieur. Il subit d'énormes pressions, il est en plein désarroi, beaucoup de ses dirigeants ont été tués, et des questions se posent sur l'étendue réelle de leur pouvoir, donc il va agir ainsi. Cela apportera aussi du réconfort à leurs partisans dans toute la région. N'oubliez pas que lors de la prière du vendredi dernier, nous avons vu des manifestations de grande ampleur, des dizaines de milliers de personnes rassemblées, à travers le monde arabe en soutien à l'Iran. Et cela enverra aussi un message à ces personnes ainsi, bien sûr, qu'au proxy de l'Iran. Pour en venir aux capacités de l'Iran, ce qu'Israël affirme, c'est que l'Iran disposait au départ d'environ 8000 de ces missiles balistiques. Maintenant, ils ne disent pas qu'ils en ont détruit la moitié. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont détruit la moitié de leur capacité à lancer ces missiles, et c'est une distinction importante. Les responsables israéliens à qui nous avons parlé disent aussi qu'il y a un goulot d'étranglement dans leur capacité à riposter, mais comme le dit James, des endroits comme le Qatar sont suffisamment proches pour qu'ils puissent tirer de cette façon, tout comme l'Irak et la Syrie. Et Yann, nous recevons maintenant des informations du ministère de la Défense du Qatar. Ils affirment que les défenses aériennes qataries ont réussi à intercepter une attaque de missiles visant la base aérienne d'Al Udeid. Encore une fois, il s'agit de la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient. Cette nouvelle du Qatar arrive après que l'Iran a annoncé avoir lancé cette attaque. Je voudrais faire intervenir notre rédactrice en chef aux affaires étrangères, Martha Radatz. Martha, tu as passé beaucoup de temps dans cette région. Que penses-tu de cette annonce des Qataris affirmant qu'ils ont réussi à intercepter cette attaque et qu'est-ce que cela signifie pour d'éventuelles représailles à venir? Eh bien, j'ai en fait déjà été à l'intérieur de cette base au Qatar et le centre de commandement, le cœur des opérations aériennes, c'est vraiment le centre névralgique de la région pour les États-Unis, cette base aérienne. Franchement, je ne suis pas surprise qu'ils aient réussi à intercepter l'attaque de missiles parce qu'ils disposent de défense aérienne là-bas, au Qatar, sur cette base aérienne. Ce que j'ai entendu de la part des Iraniens n'est absolument pas surprenant. Ils vont affirmer, comme Yann et James l'ont tous les deux dit, ils vont affirmer que l'attaque de missiles a été un succès pour leur public national. Ils ont été écrasés ces derniers jours par Israël, par les États-Unis, et ils doivent, d'une certaine manière, sauver la face. Et je pense que c'est vraiment un problème, Diane aussi. Que vont-ils faire maintenant? Comment vont-ils réagir à l'avenir? Exactement, en 2020, c'était une attaque calibrée contre l'Irak. Yann était en Irak à ce moment-là. Moi, j'étais en Iran en train de couvrir les événements, en gros derrière les lignes ennemies quand ils ont lancé ces missiles vers la base aérienne en Irak. Et cela a laissé une centaine de soldats avec des traumatismes crâniens légers. Mais ils n'ont pas donné suite à cela. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas poursuivi, c'est parce qu'ils ont accidentellement rabattu un agent de ligne ukrainien, sinon ils auraient peut-être continué leurs attaques. Mais je pense aussi qu'il faut vraiment continuer à surveiller l'Iran. Ils ont encore des capacités, et même s'ils ont peut-être détruit 50% des lanceurs de missiles ou une bonne partie des missiles balistiques, ils ont toujours des moyens. Et si ces missiles continuent d'arriver, s'ils visent l'Irak, s'ils visent Bahreïn ou d'autres bases, ils finiront forcément par avoir du succès. Et revenons simplement à ce que le président Trump a déjà dit par le passé. Il a clairement affirmé que les États-Unis répondraient avec force et les États-Unis ainsi que Donald Trump sont certainement dans une position où ils devraient mettre cette menace à exécution. Et je voudrais aussi faire intervenir le colonel Stephen Gagnard dans la conversation. Colonel, pour rebondir sur ce que disait Martha, quelle serait la prochaine étape de l'Iran maintenant que le Qatar affirme avoir pu intercepter cette attaque de missiles contre cette base américaine là-bas? Oui, Diane, je pense que la chose la plus intéressante que j'ai entendue jusqu'à présent, c'est que, Khamenei a dit que le nombre de tirs qu'ils ont effectués, sur Al Udeid et peut-être sur 2 autres bases américaines dans la région, était limité au même nombre de bombes que les États-Unis avaient utilisées. Donc, le minimum que l'on puisse considérer serait 14. Il y en a eu beaucoup plus que ça qui ont été largués. Il y a eu 30 missiles Tomahawk, donc on verra comment ils comptent.
S'il compte 14 alors qu'il pourrait en compter autour de 70 ou 80, alors on saura clairement que c'était juste. Je dois faire ça et je vais viser vers vous, sinon je vais perdre, ma crédibilité ici, et perdre le régime. L'autre chose intéressante ici, alors qu'on regarde les vidéos qui viennent de Doha, Diane, c'est qu'on voit beaucoup de lumière dans le ciel, beaucoup de missiles dans le ciel. Donc, à la fois le Patriot et le THAAD, c'est une doctrine de tirer, observer, tirer, et donc on voit 2 Patriots se lancer pour chaque missile entrant. Donc, ce n'est pas qu'il y ait autant de missiles entrants, c'est que vous voyez, la doctrine de tir de ces batteries THAAD et Patriot, c'est de tirer, 2 missiles pour chaque missile entrant afin de s'assurer qu'ils l'atteignent. Un autre point que je trouve intéressant ici, c'est qu'évidemment, dans le calcul de l'Iran, si jamais il tire sur d'autres pays, même si ce sont des bases américaines, il tire sur le Qatar, il déclare la guerre au Qatar. S'il tire sur les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, ce sera une déclaration de guerre à ces pays. Ils le savent. D'une certaine manière, cela facilite la vie des États-Unis, parce qu'auparavant nous devions déployer beaucoup de puissance navale, car nous ne voulions pas avoir à demander la permission à des pays qui ne voulaient pas s'impliquer. Tous ces pays sont maintenant impliqués et seront probablement, plus que jamais, ravis d'accueillir les forces américaines, de façon très visible et peut-être même de permettre des frappes contre l'Iran depuis leurs bases aériennes, puisque l'Iran les a attaquées en premier. Et on peut en fait voir maintenant certaines de ces explosions dans le ciel de Doha, au-dessus de cette base militaire américaine, et on apprend que le président Trump est en train de rencontrer ses principaux conseillers à la Maison-Blanche à l'heure où l'on parle. Rachel, que peux-tu nous dire de plus à propos de ces réunions? Eh bien, Diane, je peux te dire que nous savions que cette réunion figurait initialement à l'agenda du président. Elle était censée commencer à 13h ici à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. On nous dit maintenant que cette réunion avec l'équipe de sécurité nationale du président a été déplacée dans la salle de crise. Un haut responsable de l'administration m'a dit, peu de temps avant que nous passions à l'antenne alors que nous apprenions ces frappes, que le président, la Maison-Blanche et le département de la Défense surveillaient de très près toute menace visant nos troupes, y compris sur cette base aérienne. On nous dit maintenant, de la part d'un haut responsable de la Défense, que le secrétaire Exet et le président des chefs d'état-major Keynes sont actuellement dans la salle de crise en réunion avec le président. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'une des questions qu'ils vont examiner en ce moment même, c'est comment les États-Unis vont répondre à cela. Oui, ils s'y attendaient en partie, car l'Iran, avant même que le président ne prenne une décision sur l'opportunité de frapper ou non, avait été très ferme dans ses avertissements aux États-Unis, précisant clairement qu'une frappe serait suivie d'une frappe, qu'une guerre serait suivie d'une guerre, coup pour coup. Ils l'ont répété à plusieurs reprises, et le président, après avoir donné son feu vert pour aller de l'avant avec cette frappe militaire ce week-end, a ensuite lancé un nouvel avertissement à l'Iran, leur demandant de venir à la table des négociations, que des options diplomatiques sont toujours possibles, qu'il souhaite explorer la voie diplomatique avec l'Iran. Mais il a tout de même adressé un avertissement très ferme en disant que de futures attaques seraient bien plus importantes et beaucoup plus faciles à mener. Lors du point presse du Pentagone ce week-end, nous avons entendu directement le président des chefs d'état-major interarmés ainsi que le secrétaire à la Défense. Ils ont réitéré ce que le président a dit dans sa publication sur les réseaux sociaux et aussi à la nation, mettant en garde contre toute représaille envers l'Iran. Ils ont déclaré que ce serait un très mauvais choix, une très mauvaise décision, mais pour l'instant, nous savons que le président est toujours en réunion dans la Situation Room avec son équipe de sécurité nationale, Diane. En attendant, James, l'Iran doit réfléchir à sa prochaine action, pas seulement une réponse militaire. Une grande inquiétude est qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz. Oui, c'est ça. Ils savent très bien que s'ils décident de provoquer un blocus, de le miner d'une manière ou d'une autre, cela pourrait perturber le commerce mondial. Environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par les détroits là-bas, donc, eux, ils savent que c'est un geste vraiment, vraiment important de leur part. Cela toucherait probablement plus les Européens et l'Asie que les États-Unis nécessairement, mais Donald Trump était très attentif à cette éventualité en particulier. Il a d'ailleurs publié aujourd'hui sur Truth Social en disant « Tout le monde devrait maintenir les prix du pétrole bas pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi », a-t-il déclaré. Donc, vous savez, il y a. Ce que fait l'Iran, j'imagine, c'est du spectacle, du théâtre, et je dirais peut-être, par exemple, tirer, des missiles sur, une base aérienne au Qatar, alors qu'il sait probablement que la plupart de ces missiles seront abattus en vol. C'est le genre de choses qu'il peut vendre à son public national. Fermer le détroit d'Ormuz, ça, c'est une vraie douleur économique que l'Iran peut infliger au monde, et cela augmenterait la pression, encore davantage.
Il est donc probable que cela pousserait ces dirigeants européens, qui tentaient désespérément, à la dernière minute, d'entrer en contact avec les Iraniens pour essayer de conclure un accord avant que, Donald Trump n'ordonne cette frappe sur les sites nucléaires. Évidemment, cela n'a rien donné. J'imagine que si le détroit d'Ormuz était fermé, cela inciterait ces Européens à revenir à la table pour essayer de trouver une solution diplomatique aussi vite que possible. Donc, écoutez, il est encore tôt. Nous ne savons pas si l'attaque iranienne, va s'arrêter avec le Qatar. On a entendu des spéculations selon lesquelles d'autres bases dans la région pourraient, être frappées. Nous savons que l'Iran a déjà frappé des bases, par exemple en Irak, là où je me trouve actuellement, comme je vous le disais il y a quelques instants. Donc, il est encore tôt, pour voir ce que l'Iran va faire. Diane? Et nous avons rapporté la semaine dernière que des avions avaient été retirés de cette base aérienne par précaution. Donc il semble que les États-Unis étaient préparés à cette frappe de représailles, même si elle n'avait pas été interceptée. Oui, c'est exact, Diane. Je veux dire, tous les responsables américains savaient que c'était une possibilité, que l'Iran devrait attaquer, qu'il devrait riposter. Comme Martha le disait plus tôt, vous savez, c'est presque un geste pour sauver la face, qu'ils estiment devoir accomplir, bien sûr, un geste très dangereux. Et la semaine dernière, comme vous l'avez mentionné, nous avons rapporté que cette base avait déplacé, près de 30 avions militaires. Ils ont été envoyés vers d'autres bases par précaution. Nous savons aussi qu'ils ont envoyé un autre porte-avions dans la région. Ces porte-avions peuvent transporter jusqu'à 60 avions de chasse. Tout cela pour aider, à toute opération qui pourrait surgir pour répondre à ce type d'attaque, parce que, bien sûr, tout le monde est prétendu. Ils sont très nerveux, parce que si quelque chose devait passer et qu'un Américain venait à être tué, la spéculation là-bas, c'est que le président Trump serait obligé de réagir. Et c'est ça qui inquiète tout le monde, parce que, vous savez, on passe d'une frappe unique et limitée sur des sites nucléaires iraniens à une guerre plus large, s'il y a des représailles, des ripostes, et ainsi de suite. Donc, vous savez, beaucoup de choses ici, les responsables américains disent qu'ils espèrent que tout cela, que ce soit un cas isolé, qu'ils peuvent gérer la situation, qu'ils peuvent abattre ces missiles, et que la raison l'emportera. Diane? Yann, est-ce que cette réponse, maintenant que le Qatar dit avoir intercepté le missile, suffit toujours à satisfaire le besoin de l'Iran de riposter politiquement, ou penses-tu que la direction iranienne subit encore des pressions pour en faire plus maintenant? Je pense qu'il faut attendre et voir. Vont-ils attaquer les bases américaines en Irak? Potentiellement la 5e flotte à Bahreïn. De façon intéressante, le ministère de l'Intérieur a conseillé aux gens de rester à l'intérieur, de se mettre à l'abri. Ce serait certainement une escalade significative. Je pense qu'Anne a tout à fait raison. Cela dépend de ce que le rapport dira sur l'ampleur des dégâts, sur le fait que du personnel américain ait été blessé ou non, mais aussi, beaucoup dépend de l'humeur du président Trump. Je pense qu'il y a une partie. Beaucoup de gens penseront que c'était suicidaire de la part de l'Iran. Le pays est déjà en difficulté. Sa direction clé a été, tuée. Ses forces armées ont été décimées. Israël contrôle désormais le ciel, et même si cela peut être une façon de sauver la face, ce qui ne devrait pas nous surprendre, parce qu'il y a des précédents, la réponse des États-Unis à cela pourrait déclencher d'autres événements à l'intérieur de l'Iran. Et il y a maintenant un vrai danger que cela passe d'un conflit qui semblait localisé à un conflit plus régional. Et il faut attendre de voir quelle sera la réponse, non seulement du Qatar, mais aussi, d'autres pays arabes, surtout dans le Golfe, ainsi que la réaction des États-Unis, mais il y a de vrais dangers ici. C'est vraiment un terrain dangereux, car si cela commence à devenir beaucoup plus régional, cela impliquera de nombreux acteurs, cela concernera les unités de mobilisation populaire à l'intérieur de l'Irak, cela pourrait potentiellement impliquer le Hezbollah qui a également été actif aujourd'hui, et il y aura des conséquences. Maintenant, si les États-Unis et d'autres continuent d'essayer de réduire les capacités de l'Iran uniquement par des frappes aériennes, c'est une chose, mais si quelqu'un commence à suggérer quelque chose de plus important, alors là, on entre dans un tout autre registre. Mais encore une fois, soyons patients et attendons de voir exactement quel a été l'impact. Attendons d'entendre le président, le secrétaire à la Défense et le chef d'état-major interarmé. Mais je dirais que, pour l'Iran et l'avenir du régime, si la situation ne semblait pas déjà précaire, elle l'est certainement maintenant. Rappelez-vous, Israël a spécifiquement ciblé les instruments utilisés par le régime iranien pour la répression à l'intérieur du pays, les Bassidji, qui sont une sorte de force de sécurité intérieure utilisée pour faire appliquer, les lois draconiennes de l'Iran, par exemple contre les femmes, contre les manifestants. Ils ont également ciblé les gardiens de la Révolution, le corps des gardiens de la Révolution islamique, IRGC. Ils ont aussi largué une bombe près d'une prison,
Une prison tristement célèbre en Iran utilisée pour détenir des prisonniers politiques, et le ministre de la Défense israélien n'a pas caché que l'objectif est de déstabiliser, le régime et son emprise sur le pouvoir. Il y a aussi eu ce message nocturne du président Trump, qui a également soulevé la question de savoir si un changement de régime serait une mauvaise chose. Et, autant que ce soit officiellement, les responsables américains et israéliens veulent ignorer cela. Mais cela devient une question de plus en plus pertinente. Et colonel Gagnard, comment le Qatar s'y prend-il pour repousser une attaque de ce type et intercepter ces missiles? Diane, évidemment, depuis des décennies maintenant, les États-Unis s'intéressent à cette région et considèrent l'Iran comme une menace. Et donc, tous les États du Golfe, sont liés aux États-Unis par des systèmes de défense aérienne et antimissiles très complexes, très sophistiqués. Il y a donc des radars, des connexions entre les pays qui possèdent des radars. Ainsi, ce que nous appelons la couverture aérienne au-dessus du Golfe Persique est probablement plus complète qu'en tout autre endroit au monde. Donc, la capacité de partager ces informations, de partager les missiles entrants, qui arrivent, et de pouvoir les transmettre à différents types de capacités de défense aérienne et antimissiles au sol, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a nulle part ailleurs dans le monde où l'on partage autant d'informations entre pays. Les systèmes de missiles comme le THAAD et le Patriot peuvent en fait faire ce que nous avons vu en Israël, avec certains de leurs systèmes, et ils peuvent, en suivant les missiles entrants, calculer où ce missile va atterrir. Et si ce missile doit atterrir, disons, en dehors de la clôture, dans une zone déserte à l'extérieur de la base aérienne d'Al-Udeid, le système ne l'interceptera pas. Il laisse simplement le missile tomber sans danger dans un endroit dégagé. Il n'intercepte il ne calcule que les missiles qui risqueraient de toucher soit une zone résidentielle, une zone industrielle ou une base militaire. Ce sont ceux-là qu'il cible. Mais ils ont cette capacité de déterminer où sera le point d'impact et de décider s'ils doivent intercepter ce missile entrant. Et encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous regardons des images tournées il y a quelques instants d'une attaque de missiles iraniens contre une base aérienne américaine au Qatar. Les Qataris ont déclaré avoir intercepté cette attaque, mais bien sûr, nous attendons de voir et d'entendre s'il y a eu des dégâts là-bas. Il s'agit de la plus grande base aérienne américaine de tout le Moyen-Orient, et elle a joué un rôle crucial dans de nombreux conflits, notamment en Irak, en Afghanistan, lors des frappes en Syrie, et ainsi de suite. Nous attendons donc, encore une fois, de voir l'ampleur des dégâts là-bas, s'il y en a, mais le Qatar a déclaré avoir réussi à intercepter une grande partie de cette attaque, voire la totalité. Et, cela pourrait encore jouer un rôle crucial dans la région. Je voudrais revenir vers le colonel Steve Gagnard, qui nous explique un peu comment cette attaque a été interceptée et quelles protections sont en place. En fait, allons voir Rachel Scott qui suit la réaction, de la Maison-Blanche en ce moment. Rachel, nous savons que le président est actuellement dans la salle de crise en réunion avec les principaux dirigeants. Étant donné que cette attaque a été interceptée, s'il n'y a pas beaucoup, voire aucun dégât à la base. À quel point le président Trump est-il sous pression pour réagir, ou pourrait-il laisser passer cela? Eh bien, politiquement, cela place le président Trump dans une position très délicate. Le président a été très clair, très direct, toute réponse de l'Iran sera suivie d'une riposte bien plus forte de la part des États-Unis. Mais souvenez-vous, le président Trump, en tant que candidat, a fait campagne sur la promesse de sortir les États-Unis des conflits étrangers. Il s'est décrit comme un artisan de la paix, même lors de son discours d'investiture. Et donc, il y a eu cette division au sein du Parti républicain, et le président, ces derniers jours, m'a-t-on dit, recevait une série d'appels téléphoniques de la part de républicains au Congrès, de tous bords, sur la question de savoir si les États-Unis devaient s'impliquer ou non. Certains, comme le sénateur Lindsey Graham, ont exhorté le président à une implication directe des États-Unis, tandis que d'autres l'ont mis en garde contre cette option, affirmant que les États-Unis devaient prendre du recul et pouvaient soutenir Israël en tant qu'allié et ami, mais n'avaient pas besoin d'être directement impliqués. Nous savons que le calcul du président à ce sujet a commencé à évoluer. Des sources m'ont indiqué que des responsables américains ont commencé à se rendre compte que l'Iran n'était peut-être pas sérieux à l'idée de venir à la table pour ces discussions sur le nucléaire. On m'a également dit ces derniers jours par des sources qu'il y avait eu une tentative urgente et de dernière minute pour essayer de réunir des responsables iraniens et américains dans la même pièce et que le président Erdogan de Turquie essayait de négocier cette rencontre en s'entretenant directement avec le président lors du sommet du G7. Nous savons ensuite que le président a mis fin brusquement à son voyage au sommet du G7 au Canada. Il est rentré directement ici à la Maison-Blanche et chaque jour depuis, il rencontre son équipe de sécurité nationale et ses conseillers, passant en revue toutes les menaces potentielles contre les États-Unis ainsi que les prochaines actions à entreprendre. Mais encore une fois, le président a été très clair à ce sujet.
En plus de mettre en garde l'Iran contre toute représaille envers les États-Unis, nous avons également entendu le président, sur les réseaux sociaux, juste hier, parler de la possibilité d'un changement de régime. Le président a déclaré que ce n'était pas politiquement correct d'utiliser ce terme, mais il a ajouté que si le guide suprême iranien n'arrive pas à rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi ne pas envisager un changement de régime? J'ai eu l'occasion de parler à la porte-parole de la Maison-Blanche plus tôt aujourd'hui et je lui ai demandé qu'a voulu dire exactement le président par là. Appelle-t-il les États-Unis à s'impliquer pour y parvenir? Appelle-t-il Israël à s'impliquer pour y parvenir? Ou parle-t-il des Iraniens? Et elle a été très claire avec moi. Le président parlait du peuple iranien, disant que c'est à eux de décider s'ils veulent se soulever pour s'attaquer à ce régime, s'ils ne viennent pas à la table des négociations. Diane. Merci Rachel. Andy, je voudrais revenir vers toi parce que nous venons d'entendre, la première réaction d'Israël à cette attaque. Oui, c'est exact. C'était, un porte-parole, le porte-parole en chef des forces de défense israéliennes, Efron, le général Efron. On lui a posé des questions sur, les attaques de l'Iran contre les bases américaines, et il a déclaré « Nous suivons les développements qui sont rapportés. Nous sommes en contact avec nos partenaires dans la région. » Et bien sûr, Israël considère cela comme une preuve supplémentaire de la violence, que l'Iran est un État terroriste qui menace non seulement Israël, mais aussi la région et le monde entier. Nous entendons également, de la télévision d'État bahreïni qu'ils ont fermé leur espace aérien. Le ministère de l'Intérieur à Bahreïn, qui bien sûr abrite la 5e flotte américaine, a essentiellement publié un ordre conseillant aux gens de rester chez eux. Pour l'instant, rien n'indique qu'il se soit passé quoi que ce soit là-bas, mais il vaut la peine de le rappeler. Que les inquiétudes concernant ce qui vient de se passer au Qatar ne se ressentent pas seulement dans ce pays, mais, je pense, dans toute la région du Golfe. Mais encore une fois, pour être très clair, il nous faut savoir, si l'un de ces engins a réussi à passer. Un responsable américain, s'est exprimé auprès d'ABC News, et a essentiellement déclaré que, les Qataris et les Américains étaient impliqués dans les tirs d'interception. Ils disent également qu'ils ne pensent pas qu'aucun de ces projectiles ait atterri sur la base aérienne d'Al-Udeid. Fait intéressant, Presse TV, qui est la chaîne de télévision pro-iranienne ou du gouvernement iranien, affirment qu'ils ont bien atterri là-bas, mais il n'y a aucune preuve de cela. Et qu'entendez-vous d'autre sur la manière dont ces missiles ont été interceptés? Eh bien, encore une fois, cela vient de responsables américains. Nous savons que, les Qataris disposent essentiellement de systèmes de défense aérienne américains, et bien sûr, la base américaine d'Al-Udeid en possède aussi, Anne, est-ce que d'autres, installations dans la région sont aussi protégées que cette base aérienne, ou sont-elles plus vulnérables? Eh bien, il s'agit d'une base aérienne extraordinairement protégée, parce que c'est le centre névralgique, comme nous en parlions, du commandement central américain. Donc, nous savons que les attaques contre les installations nucléaires iraniennes, les vols auraient été coordonnés depuis cette base. C'est donc une base extrêmement stratégique. Et bien sûr, vous savez, ils ne communiquent pas sur la sécurité des autres bases, mais on peut supposer que celle-ci est, probablement mieux protégée que les autres, ce qui soulève des inquiétudes pour d'autres sites, dans toute la région. Et nous venons d'apprendre, Diane, qu'il n'y a eu aucun impact lors de cette attaque, au Qatar. Nous apprenons qu'ils ne recensent pas de victimes pour le moment, donc clairement, je pense que beaucoup de gens poussent un soupir de soulagement parce que, on espère que cela restera contenu, et que ça ne s'aggravera pas. Mais encore une fois, comme tout le monde aime le dire, l'ennemi a aussi son mot à dire là-dedans, et nous ne, vous savez, il faut attendre de voir comment les Iraniens vont calculer tout cela, Diane. Et Rachel, bien sûr, il y a des vies en jeu. La sécurité nationale est également en jeu. Il y a aussi de l'argent en jeu ici, en particulier en ce qui concerne les prix du pétrole et du gaz. À quel point la Maison-Blanche est-elle préoccupée par cela? Eh bien, c'est évidemment quelque chose que la Maison-Blanche garde à l'esprit et intègre dans ses calculs alors qu'elle évalue cette situation en cours, ainsi que les tensions au Moyen-Orient. Mais bien sûr, la priorité principale, du président et de l'administration, c'est d'assurer la sécurité des vies américaines. Et donc, le fait que la cible ici ait été nos troupes, notre base aérienne, cela pourrait éventuellement pousser le président à réagir de manière très ferme s'il décide d'aller de l'avant. Et après avoir averti de façon constante et répétée contre toute riposte, cela met désormais la balle dans le camp des États-Unis pour décider de la fermeté de leur réponse, tout en sachant aussi qu'il est possible que l'Iran réagisse à nouveau. Et c'est ce genre de représailles, œil pour œil, que de nombreux élus républicains, et même certains démocrates, avaient mis en garde, avertissant le président contre ce risque.
Oui, alors que le président a été catégorique sur le fait qu'il ne voulait pas voir l'Iran disposer d'un programme nucléaire ou d'une arme nucléaire, en même temps, il y avait cette promesse de campagne selon laquelle il allait être le médiateur, qu'il allait aussi être l'artisan de la paix. Et bien sûr, Diane, je vais vous dire, tout cela se déroule alors que des questions persistent sur l'ampleur réelle des dégâts que les États-Unis ont pu infliger aux installations nucléaires iraniennes. Nous avons entendu le président affirmer qu'elles avaient été totalement et complètement anéanties, mais nous avons aussi entendu d'autres membres de l'administration prendre un peu de distance par rapport à ce langage, peut-être en étant moins catégoriques lorsqu'ils ont évoqué ce qui s'est réellement passé lors de cette frappe militaire. Diane. James, que font les autres bases de la région pour se préparer à d'éventuelles attaques de l'Iran? Eh bien, on leur a tous dit, Diane, essentiellement de rester confinés, et pour certains, c'est vraiment très, très basique. Il y a quelques années, j'ai visité, l'une des plus petites bases dans le nord de la Syrie. Aujourd'hui, il y a des forces américaines en Syrie et en Irak, présentes dans le cadre de l'effort pour contenir l'État islamique. Les gens se souviendront de l'État islamique, le califat qui autrefois, contrôlait une zone qui, englobait une vaste partie du nord de la Syrie et de l'Irak, avec les États-Unis, les Européens et d'autres. Une coalition, a repoussé, ces combattants de l'État islamique, a décimé le califat, les Kurdes étant en première ligne, combattant aux côtés des forces arabes également. Mais il reste des poches de combattants de l'État islamique, à travers la Syrie et l'Irak, et il reste. Des troupes américaines restent en Syrie pour essayer de, contenir, ces forces, essayer de maintenir l'État islamique à distance, mais aussi, conseiller, le gouvernement local dans les deux cas, en Syrie et en Irak, sur la manière de surveiller, la région. Et en fait, juste hier, il y a eu une attaque suicide à Damas qui a tué, plus de 20 personnes et l'État islamique, selon le gouvernement syrien, aurait revendiqué cette attaque. Donc, l'État islamique reste encore, une menace. Ce n'est plus du tout la même menace qu'avant, mais cela reste une dynamique sérieuse, dans cette partie du monde, et c'est pour cela que les forces américaines restent sur place. Maintenant, elles sont plus, vulnérables aux attaques, que d'autres bases parce que ce sont simplement des sites beaucoup plus petits, comme emplacement. Nous sommes allés sur l'une des bases dans le nord de la Syrie, et c'était essentiellement juste une grande grange au milieu d'un champ, et oui, il y avait des installations militaires autour, mais ce n'est pas du tout le genre de grande base aérienne que vous pourriez, vous avez peut-être vu en photo dans des endroits comme le Qatar ou même une base navale à Bahreïn. Celles-ci sont bien plus petites. Donc, ces membres du personnel américain sont en fait beaucoup plus vulnérables aux attaques. On l'a d'ailleurs vu en janvier de l'année dernière à Tower 22, en Jordanie, où des membres du personnel américain ont été tués par des groupes soutenus par l'Iran, et les États-Unis ont dû réfléchir à une riposte qui a finalement été de frapper leurs proxys en Syrie et en Irak. Donc, ce sont des bases bien plus petites dans cette région du monde, ce qui les rend plus vulnérables. Elles sont aussi beaucoup plus proches des Iraniens, Diane. Oui, elles ne sont pas toutes aussi bien protégées qu'Al-Udeid. Merci, James. Et nous avons un aperçu de certains radars de vol au-dessus du Moyen-Orient en ce moment. Encore une fois, de nombreuses zones dans la région se préparent à d'éventuelles représailles de l'Iran, et les autorités qataries ont en fait fermé leur espace aérien juste avant que l'Iran n'annonce cette attaque de missiles sur la base aérienne d'Al-Udeid. Je voudrais revenir vers notre panel avec Yann à Tel Aviv. Yann, où en sommes-nous maintenant après cette attaque, en ce qui concerne ce conflit en général et l'observation des prochaines actions de l'Iran et des États-Unis? Eh bien, je pense qu'à l'heure actuelle, cela ressemble à une attaque limitée de la part de l'Iran. Une démonstration de force limitée peut-être, qui vise à rassurer le public intérieur. Une action qui permettra à l'Iran de sauver la face et de dire « Regardez, nous avons répondu, aux représailles américaines pour les frappes à l'intérieur de l'Iran ». Bien sûr, la réalité, c'est qu'il n'y a absolument aucune équivalence en termes de volume et certainement pas en termes d'impact. Nous n'avons aucune raison de croire qu'aucun des missiles ou roquettes tirés, sur Al-Udeid ou ailleurs au Qatar n'ait pas été intercepté pour l'instant. Donc, il se pourrait bien que ce soit une réponse limitée et par conséquent, l'attention se porte maintenant sur la manière dont les États-Unis vont réagir. Comme nous l'avons vu en 2020 après que l'Iran a riposté à l'assassinat du général, Qasem Soleimani, la réponse a été limitée. Cela a bien sûr eu un impact sur ces bases américaines, mais cela a marqué la fin de l'affaire, ce qui a été généralement admis, et c'est là où nous en sommes apparemment aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut attendre et écouter ce que dira le président. Oui, beaucoup espèrent maintenant que ce sera aussi le cas cette fois-ci. Yann.
et nous venons d'apprendre d'un responsable américain qui a déclaré à ABC News « La base aérienne d'Al-Udeid a été attaquée par l'Iran à l'aide de missiles à courte et moyenne portée. Nous n'avons pour l'instant aucun rapport faisant état de victimes et ce responsable précise que l'attaque est terminée. Donc, nous allons nous arrêter là. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet plus tard. Nous vous rendons l'antenne pour la suite de vos programmes, mais notre couverture continue sur ABC News Live et appnews.com et David vous tiendra informé des nouvelles dans World News Tonight. Je suis Diane Macedo. Ceci était un reportage spécial d'ABC News.